faire quelques réflexions ce soir de l'élection, de la primaire, du premier tour de la primaire, qui a vu une victoire considérable et remarquable de François Fillon, et l'élimination pour le second tour de la primaire de Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs fait un discours où il se désistait, si on peut dire, c'est même pas le mot qui convient, en tout cas qu'il demandait qu'on votât pour Fillon, son ancien Premier ministre. Voilà un certain nombre de réflexions à la fois euh, théoriques et pratiques. Premièrement, je voudrais quand même remarquer le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était la seule femme sur 7 candidats à la primaire. Elle obtient, on ne sait pas encore si elle sera en 4e ou en 5e position, de toute façon elle ne va pas dépasser les 3%. Et je trouve ça étonnant et à la fois rassurant, un tel résultat. On aurait pu penser que par solidarité féminine en quelque sorte, vu que c'était la seule candidate, il y aurait eu un phénomène qui aurait fait obtenir au moins 10% ou 15%. Je crois qu'on pouvait le prévoir raisonnablement, selon une certaine logique. Et en fait, cette logique n'a pas eu lieu, et cela montre à quel point, derrière les discours, les fanfaronnades féministes, au fond, les femmes savent très bien à quoi s'en tenir. Elles le savent dans bien des domaines, elles sont lucides, elles savent ce qu'il en est. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine philosophique. Un autre cas est évidemment le cas de Hillary Clinton, qui a été surclassée par Donald Trump il y a quelques jours. Et donc on peut dire que, toute proportion gardée, ce mois de novembre aura été fatal aux femmes. Je ne parle pas d'Angela Merkel, qui a été obligée d'accepter que le prochain président de la République fédérale ne soit pas de son parti. Et on ne sait pas encore si elle sera réélue. Enfin, ça c'est notre problème. Donc, je crois qu'il faut insister sur cette question de l'électorat féminin qui reste très réservé finalement. Par ailleurs, il faut reconnaître que François Fillon est quand même quelqu'un d'extrêmement séduisant. Je dirais ça très clairement, très calmement, mais il est beaucoup plus photogénique ou télégénique que Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Et je pense que cela a joué, et je pense que le vote féminin en faveur de François Fillon a certainement été marquant. Alors je ne sais pas si les analystes peuvent faire apparaître ce facteur-là, parce qu'apparemment c'est un facteur que j'ai tendance à négliger. Ils ont tendance à négliger. Mais je pense qu'un François Fillon a eu certainement beaucoup de succès auprès de l'électorat féminin. Maintenant, revenons-en à la question de la sociologie politique. Pas la petite sociologie, mais peu importe. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une petite sociologie. Je crois que l'autre jour, j'écoutais Cambadélis, le premier secrétaire du PS, nous parler de la politique de l'emploi. Et on sait à quel point François Hollande a cru bon de relier le renversement de la courbe de l'emploi, du chômage si on préfère, avec sa possible nouvelle candidature. Je pense que c'est un peu une sorte de monstre du Loch Ness
qui sortent de l'emploi pour du moins la gauche. Parce que la gauche, qu'on le veuille ou non, sa politique, c'est celle de l'allocation, c'est celle des droits, c'est celle de la couverture sociale. Et on sait très bien que articuler la couverture sociale sur l'emploi, c'est pas évident. Parce que quelque part, c'est dissuasif quand on a une, une certaine, un certain montant qui revient. Pourquoi devrait-on forcément chercher à gagner plus, pour travailler tout court? Donc, finalement, la politique de la gauche, c'est bel et bien d'avoir des rentrées d'argent, des revenus, notamment par le biais de l'imposition, et de pouvoir payer un certain nombre de personnes, des millions de personnes, à vivre tout simplement, pas forcément à travailler. Et je crois que le vecteur, le volant de l'emploi, appartient réellement à la rhétorique et même à la logique de la droite. Et on sait très bien que si la gauche veut faire oublier que sa politique des allocations est mortifère pour l'emploi, la droite sait très bien qu'une certaine philosophie politico-économique ne favorise pas une politique sociale généreuse. Mais là encore, chacun essaye de masquer un petit peu ses intentions. Par ailleurs, j'ajouterais que les deux politiques ont leur légitimité. Elles doivent alterner. Il y a certaines époques où il faut encourager le plein emploi, et d'autres époques où il faut au contraire que les gens acceptent de vivre avec peut-être moins de moyens, mais sans entrer dans la vie professionnelle, ou en tout cas en sortant, ne serait-ce que provisoirement, ou en partant à la retraite. Ce n'est pas une solution, et aucune de ces solutions n'est définitive. Elles doivent alterner. Dans les deux cas, au risque de choquer certains, il n'y a pas une énorme différence, tout compte fait, entre le fait de travailler et d'être employé et le fait d'être allocataire. Je dirais que ça revient à peu près au même. Et on le sait de plus en plus, la technologie, la productivité, les gains de productivité ne sont pas favorables à l'emploi de toute façon. Et on sait que dans certains pays socialistes d'avant, il y a quelques décennies, les gens avaient tous le droit à l'emploi et qu'il ne faisait pas grand-chose. Alors, la grande question d'ailleurs se pose constamment de savoir si les gens qui ont des aides sociales doivent travailler. Bon, apparemment, on préfère qu'ils ne travaillent pas. Parce que pour qu'ils travaillent, il faudrait qu'il y ait des emplois. Et même si ces emplois, et ces emplois, ce ne serait pas forcément une bonne chose. Parce que faire le travail par plus de personnes qu'il n'en faut, ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux que les gens les plus doués donnent le maximum d'eux-mêmes, plutôt que de dispatcher, répartir le travail entre plusieurs personnes. Je crois que c'est une évidence. Donc on va vers la prise de conscience d'une société, d'une civilisation où une minorité fera vivre une majorité. Très important cette notion de renversement minorité-majorité, qui existait sur le plan politique, puisqu'on élisait des députés, mais qui existe également sur le plan économique. Donc l'idée d'un suffrage universel, de la masse, de la foule, du peuple, bon, c'est pas quelque chose qui va tenir très longtemps, il me semble. Enfin, on pourrait apporter quelques bémols à ce sujet. Force est constater que, comme je le disais encore récemment dans Le Monde, que, au fond, ce qui est important, ce sont les chercheurs, les créateurs. Ce sont ceux-là qui
qui font vivre une société tout entière. C'est ceux-là qui irritent toute une société tout entière, qui fécondent une société tout entière. Est-ce qu'on est prêt à le reconnaître, cela, ou pas? Alors, il faut abandonner l'idée que c'est le peuple qui est souverain. Non, il profite de la vache à lait des créateurs. Un génie, dans tel et tel domaine, peut donner du travail, objectivement, à des milliers, sinon des millions de personnes. Donc il faut cultiver le génie. Il faut cultiver d'un côté les machines, améliorer les machines éventuellement. Et ça, c'est le domaine de la maisonnée, ce que j'appelle la maisonnée, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'homme, tout l'environnement. Et puis il faut surtout élever des personnes et donner à ceux qui ont le plus gros potentiel le maximum d'impact. Quelqu'un qui a un gros potentiel, si on ne l'utilise pas pleinement et intelligemment, il ne pourra pas féconder comme il pourra les autres. Et donc finalement, il y aura une perte. La France est malade de cela. Il y a des élites qui ne sont pas, il y a des élites qui sont... Le chômage, le plus grave, c'est le chômage des élites. Ce n'est pas le chômage du travailleur lambda, on le sait très bien. C'est un chômage qualitatif et non pas quantitatif. Donc, actuellement, nous sommes dans une phase, au sens astrologique du terme, alpha, une phase de conjonction, donc qui est favorable au populisme, qui est favorable à la droite, c'est-à-dire favorable à l'emploi. C'est-à-dire que là, c'est une politique, il s'agit de... Et c'est bon, terminé, c'est pour ça que Donald Trump parle beaucoup d'emploi. L'emploi doit être prioritaire, mais dans 2 ans à peu près, il va y avoir un renversement et la gauche aura à nouveau sa chance. Avec une politique de désengagement par rapport à l'emploi. Avec notamment le succès qui sera d'ailleurs croissant du revenu universel qui est déjà tenté en Finlande, mais dont beaucoup parlent, et à mon avis à juste titre. À mon avis, on aura à l'avenir, au cours du XXIe siècle, des périodes où les gens seront induits et invités à travailler, à occuper des emplois, et d'autres périodes où on leur demandera tout simplement de s'occuper sans passer par l'emploi. Ils recevront un revenu raisonnable, décent, mais pas extraordinaire. Ce sera un peu les vaches maigres, si on veut, par opposition aux vaches pauvres, aux vaches grasses. On voit évidemment au livre de la Genèse. Voilà, à mon avis, comment les choses vont se profiler. Et je pense réellement, pour terminer, que l'astrologie, du moins telle que je la conçois, c'est pas un luxe. C'est le fil d'Ariane de notre société, de notre économie, de notre politique. Et il est temps de comprendre que si l'astrologie n'existait pas, ou si du moins on n'avait pas encore trouvé la clé de son mode de fonctionnement, la véritable clé, pas celle des astrologues, eh bien, il faudrait la chercher.